Bonjour, je suis Madame Rizgi Tabou Binajib, professeure d'économie au lycée secondaire Ibn al-Haytham d'Eja. J'ai réalisé ce modeste travail que j'espère bien qu'il vous ajoute le plus et ce travail a été encadré par mon inspecteur général, M. Bouali Azaïz, que je remercie infiniment. Notre séance d'aujourd'hui est destinée pour vous, chers élèves de la 4e année économie-gestion. Vous savez très bien que notre programme comporte 4 parties. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la première partie, c'est-à-dire la partie relative à la croissance économique et ses facteurs. Cette partie comporte 2 chapitres. Le chapitre 1, la croissance économique, alors que le chapitre 2, les facteurs de la croissance économique. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui exactement? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mesure de la croissance économique qui fait partie de la section 1 du chapitre 1, c'est-à-dire la section relative à la définition et mesure de la croissance. Avant de commencer, on va tout d'abord se rappeler de la définition de la croissance économique. Devant vous, vous avez une phrase. Est-ce que c'est correct? Certainement non. Donc, on va essayer de corriger cette définition. Donc, on vous dit ici que la croissance économique correspond à une diminution sur une période courte des grandeurs économiques accompagnée des mutations structurelles au niveau de la production et de la consommation. Alors que la définition correcte, c'est celle qui est mentionnée au tableau. La croissance correspond à quoi? La croissance correspond à une augmentation sur une longue période des grandeurs économiques accompagnées des mutations structurelles au niveau de la production et de la consommation. On peut prendre l'exemple de la Tunisie. Est-ce que la Tunisie est en train de réaliser une croissance ou non? Voyons ce graphique. Qu'est-ce qui montre ce graphique? Il y a des barres allant de l'année 2000 à l'année 2020. Ces barres montrent la croissance économique tunisienne, puisque le PIB passe de 29,4 milliards de dinars en 2000 à combien? À 114,9. Donc, vous voyez très bien cette augmentation nette du PIB durant 19 ans, durant une longue période. Donc, la Tunisie, plutôt, la Tunisie est en train de réaliser une croissance économique remarquable durant cette période. Mais est-ce que réellement on est en train de réaliser une croissance? Tout ceci, on va le voir tout au long de cette séance. Avant de passer, vous pouvez remarquer qu'il y a une bande rouge. De quoi s'agit-il? L'année 2020 est caractérisée par une légère diminution du PIB et qui marque, comme vous le savez très bien, le problème de la pandémie du Covid-19 qui a généré cette diminution et cette conjoncture qui a été constatée en Tunisie, mais aussi à l'échelle internationale. Revenons maintenant à notre séance d'aujourd'hui. Comme on a déjà signalé, notre séance va se focaliser sur la mesure de la croissance économique. Qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette mesure? On va tout d'abord voir la référence à un agrégat. Pour mesurer la croissance économique, on doit se référer à un agrégat économique. Donc, on va voir quelle est la définition tout d'abord de l'agrégat et quels sont les principaux agrégats économiques qui sont utilisés pour mesurer la croissance économique. Par la suite, on va mettre l'accent sur les indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution de cet agrégat et par conséquent de mesurer la croissance économique. Voilà, on commence par la référence à un agrégat. C'est quoi un agrégat? Qu'est-ce qu'on entend par agrégat? Pour cela, on va s'appuyer sur une activité. Voilà, c'est un petit paragraphe extrait du dictionnaire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, on va essayer de lire ensemble et d'exploiter ce petit paragraphe pour définir l'agrégat. Au sens premier, un agrégat
est un assemblage de parties. Donc, pour parler d'un agrégat, on doit faire l'assemblage, on doit faire l'agrégation, on doit faire la somme des parties qui forment, pour former en fait un tout. Okay? Dans le vocabulaire économique moderne, le mot désigne une grandeur caractéristique de l'économie nationale. Donc, on ne peut parler d'agrégat qu'à l'échelle nationale, à l'échelle macroéconomique. On ne doit pas parler d'agrégat à l'échelle d'une entreprise ou bien pour un ménage. Okay? Et plus généralement, une grandeur globale synthétique. Donc, elle synthétise les grandeurs particulières, donc représentatives d'un ensemble de grandeurs particulières. Ainsi, on peut donner la définition d'un agrégat. C'est quoi un agrégat? Donc, l'agrégat est une grandeur synthétique calculée pour mesurer les résultats d'ensemble d'une économie. Et on va prendre à titre d'exemple les agrégats suivants, le PIB et le PNB, qui vont nous permettre de mesurer par la suite la croissance économique. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par PIB? Et qu'est-ce que aussi le PNB? Et quels sont les points de différence, les points de divergence? Est-ce que le PIB, c'est le PNB? Donc, on va commencer tout d'abord par le PIB. C'est quoi le PIB? Vous avez ici une activité aussi, donc qui va nous aider à dégager la définition du PIB. On va essayer de lire ensemble. Le PIB, donc c'est l'abréviation, le PIB, c'est l'abréviation de quoi? Le PIB signifie produit intérieur brut. Le PIB, c'est l'abréviation du produit intérieur brut. Le PIB est un indicateur économique permettant de mesurer la production de richesse d'un pays. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire à la valeur de la production des biens et de services par des agents économiques à l'intérieur du pays, quelle que soit leur nationalité. Donc, on va essayer de dégager les termes clés. Donc, le PIB, voilà, c'est quoi? Donc, c'est un indicateur, on a dit, économique permettant de mesurer la production de richesse d'un pays. Il correspond à quoi? Il correspond à la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire à la valeur de la production des biens et services par les agents économiques à l'intérieur des pays. Donc, c'est-à-dire les agents économiques qui existent à l'intérieur ou bien résidant à l'intérieur du pays. Donc, le PIB, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises résidentes. Et pour comprendre mieux cette notion, c'est-à-dire pour comprendre mieux la notion de PIB, on va prendre le cas de la Tunisie. Vous savez très bien qu'en Tunisie, il y a une multitude d'entreprises de nationalité tunisienne. Mais également, il y a plusieurs entreprises qui sont étrangères. Donc, en faisant la somme des richesses créées par ces différentes unités de production résidentes à l'intérieur du pays, que ce soit ces entreprises nationales ou bien étrangères, on obtient ce qu'on appelle le PIB. Donc, le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est un agrégat économique qui mesure la richesse créée par qui? Par les agents économiques seulement résidant à l'intérieur du pays. Et la formule, voilà, donc le PIB, ça est égal à la somme des valeurs ajoutées des entreprises résidentes au cours d'une période, généralement une année. Maintenant, on passe au PNB. C'est quoi le PNB? On va reprendre le même exemple de la Tunisie. À l'intérieur de la Tunisie, il y a, comme on a déjà dit, plusieurs entreprises de nationalité tunisienne et de nationalité étrangère. Mais pour déterminer le PNB, c'est produit national brut, c'est-à-dire la richesse créée seulement par les entreprises nationales. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à ce PIB? On doit ajouter les revenus des facteurs reçus de l'extérieur, c'est-à-dire les revenus qui proviennent de l'extérieur des agents économiques seulement résidant à l'intérieur du pays, mais qui sont installés à l'étranger. Mais également, qu'est-ce qu'on doit retrancher? On doit retrancher les revenus des facteurs qui sont versés à l'étranger.
En provenance de qui? En provenance des entreprises étrangères et qui sont installées en Tunisie. Donc, le PNB, c'est quoi? Donc, le PNB, en fait, est égal au PIB plus les revenus des facteurs reçus de l'extérieur, moins les revenus des facteurs versés à l'étranger. Ou encore, on peut écrire le PNB, ça est égal PIB plus les revenus nets de l'extérieur. Voilà. Donc, la définition PNB ou bien produit national brut, c'est aussi un agrégat économique comme le PIB, mais il mesure les richesses créées seulement par qui? Par les entreprises nationales. OK? Voilà, donc on a défini le PIB et le PNB. On va maintenant s'auto-évaluer et voir les points communs et les points de différence entre le PIB et le PNB, c'est-à-dire on va comparer ces deux notions. Pour comparer, on doit dégager voilà, les points de ressemblance et les points de différence entre le produit intérieur brut et le produit national brut. Le premier point, ou bien les points communs plutôt, concernant les points communs, le PIB et le PNB, on a dit tout à l'heure que tous les deux représentent des agrégats économiques. Et qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent la richesse créée au sein d'un pays. Concernant le produit intérieur brut, comme on l'a déjà dit, ils mesurent la richesse créée par les agents seulement résidents. Et voilà la formule. Alors que le PNB mesure la richesse créée par les entreprises seulement nationales. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Donc, pour mesurer la croissance économique, on a dit qu'on doit se référer au PIB et au PNB. Mais quelle est l'utilité de ces deux agrégats économiques? La première utilité, c'est que ces deux agrégats nous permettent d'effectuer une comparaison dans le temps des richesses créées. Comparaison dans le temps, c'est-à-dire ces deux indicateurs nous permettent de mesurer l'évolution des richesses créées durant une période. Pour cela, on va s'appuyer sur un exemple. Qu'est-ce qu'il dit, cet exemple? Soit une économie fictive constituée de trois entreprises produisant respectivement les biens A, B et C, et soit les données suivantes relatives à l'évolution des quantités produites et des prix de chaque produit entre les années 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de calculer le PIB en se basant sur, donc le PIB de cette économie fictive, en se basant sur une économie qui produit seulement 3 produits A, B, C. Et le PIB, ça est égal, comme vous le savez très bien, la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire la somme des valeurs de production moins la consommation intermédiaire. Mais, comme vous voyez, on va s'appuyer sur une hypothèse qui dit qu'il y a absence de consommation intermédiaire, c'est-à-dire le PIB est égal à la somme des valeurs de production, puisqu'il y a absence de consommation intermédiaire pour les 3 entreprises. La somme des valeurs de production, c'est-à-dire la somme des quantités fois les prix. Je reviens. Donc, on a dit, pour chaque année, on va déterminer le PIB. Et le PIB, comme on a dit, ça est égal à la somme des quantités fois prix sous l'hypothèse qu'il y a absence de consommation intermédiaire pour les 3 produits. Pour le produit A, on va tout d'abord déterminer la quantité, la valeur de production, quantité fois prix. On trouve 500, 100 multiplié par 5. Pour le produit B, 90 multiplié par 6, 540. Et le produit C, on trouve 70. Le PIB, c'est la somme des valeurs de production ou bien la somme des quantités fois prix. On trouve, ça est égal à 1110 unités monétaires. La même chose, on va la faire pour l'année 2. Donc, on va déterminer le PIB pour l'année 2 en faisant de la même façon, en multipliant la quantité de l'année 2 par les prix de l'année 2. On trouve la valeur de production. En faisant la somme, on obtient le PIB de l'année 2. Le PIB qui est mentionné en rouge, c'est-à-dire 1610 unités monétaires, comment on l'a obtenu? On l'a obtenu en faisant la somme des quantités produites en l'année 2
par, on a multiplié par les prix de l'année 2, c'est-à-dire et calculé à partir des quantités et des prix de l'année en cours. C'est clair? Maintenant, on va supposer que les prix sont stables, c'est-à-dire on va multiplier les quantités de l'année 2 par les prix de l'année 1. On trouve 750, c'est-à-dire on a multiplié 150 par 5, 90 par 6 et 20 par 7. On a trouvé un PIB qui est égal à 1430. Ce qui est en vert, 1430, c'est un PIB, mais c'est un PIB qui est calculé à partir des quantités de l'année 2, mais des prix d'une année de référence. Dans notre exemple, l'année de référence, c'est l'année 1. Ceci nous conduit à parler de ce qu'on appelle PIB à prix courant et PIB à prix constant. Ce qui est en rouge, c'est un PIB calculé à partir des prix et des quantités de l'année en cours, et plus précisément des prix de l'année en cours. Donc, on parle ainsi de ce qu'on appelle le PIB à prix courant. Alors que ce qui est en vert, c'est un PIB calculé, c'est vrai, à partir des quantités de l'année 2, mais des prix de l'année 1, d'une année de référence, c'est ce qu'on appelle PIB à prix constant. Voilà, donc le PIB à prix courant, c'est un PIB calculé à partir des prix de l'année en cours, qui est en rouge, alors que le PIB à prix constant, c'est un PIB qui est en vert, c'est un PIB calculé à partir des prix d'une année de référence. Et cette année de référence, elle peut être une année de base ou bien l'année précédente. Et comme on l'a déjà vu, donc le PIB à prix constant, dans le PIB, ou bien lorsqu'on a calculé le PIB à prix constant, on a éliminé l'effet de la hausse de prix. Donc le PIB à prix constant, comment on le détermine? On le détermine en déflatant le PIB nominal. Et on obtient ainsi la formule PIB à prix constant égale PIB nominal sur le déflateur de PIB fois 100. Donc, le PIB à prix constant élimine l'effet de la hausse des prix ou bien l'effet de l'inflation. Pour s'auto-évaluer, on va aussi faire une petite évaluation qui va nous conduire à distinguer entre le PIB à prix courant, le PIB à prix courant et le PIB à prix constant. La distinction, lorsqu'on se base sur un tableau, on doit faire, ou bien on doit dégager les critères de divergence entre ces deux notions, entre le PIB à prix courant et le PIB à prix constant. Comme on l'a déjà vu, le premier critère, c'est quoi? C'est que le PIB à prix courant, il est déterminé à partir des prix de l'année en cours, alors que le PIB à prix constant, il est déterminé à partir des prix de l'année précédente, ou bien de l'année de base, ou bien de l'année de référence. Donc, le critère retenu, c'est les prix de référence. Le PIB à prix courant est déterminé à partir des prix de l'année en cours, alors que le PIB à prix constant, il est déterminé à partir des prix de l'année de référence, comme on l'a déjà dit, soit l'année de base, soit l'année précédente. Maintenant, on va essayer de dégager ensemble le second critère. Le PIB à prix courant, lorsqu'il augmente, c'est une augmentation des quantités et ou des prix. Alors que le PIB à prix constant, donc, c'est une augmentation seulement des quantités. Donc, l'augmentation du PIB à prix constant, c'est une augmentation seulement des quantités. Donc, quel est le critère retenu? C'est d'où provient l'augmentation de ce PIB. Pour cela, on retient le critère, les causes de son évolution. Le premier, il est dû, ou bien l'augmentation résulte seulement, le premier résulte, l'augmentation résulte d'un accroissement des quantités ou des prix, alors que l'augmentation de PIB à prix constant résulte d'une augmentation uniquement des quantités et élimine l'effet de l'inflation. Le PIB à prix courant peut prendre autre appellation. Le troisième critère, on a pris autre appellation. Le PIB à prix courant peut être aussi appelé PIB nominal, alors que le PIB à prix constant, c'est PIB réel. PIB à prix courant, on l'appelle aussi PIB en valeur, alors que le PIB à prix constant, c'est le PIB en volume. Le PIB à prix courant, on peut aussi l'appeler PIB numéraire, alors que le PIB à prix constant, c'est un PIB physique. C'est clair. Donc, on a distingué entre le PIB à prix courant et le PIB à prix constant, mais pour mesurer la croissance, quel est l'indicateur le plus efficace
pour mesurer cette croissance économique? Est-ce que c'est le PIB à prix courant ou bien le PIB à prix constant? Pour cela, on va se baser sur l'activité 8 de votre manuel scolaire. Et on va mettre l'accent sur la réponse à la question numéro 1. On va essayer de répondre juste à la première question. On lit ensemble le premier paragraphe de notre activité. Qu'est-ce qu'on vous dit? La croissance économique est mesurée par la progression. La croissance économique, par quoi on peut la mesurer? On la mesure par la progression, l'augmentation. Et ça nous conduit à parler du taux de croissance. Donc, par le taux de croissance. De quoi? Du produit intérieur brut, du PIB, après élimination de la hausse des prix. Donc, quel est le PIB qui élimine la hausse des prix? C'est, comme on l'a déjà vu, c'est le PIB à prix constant. Donc, l'indicateur, ici, on vous demande quel est l'indicateur de référence qui permet de mesurer la croissance réelle des richesses créées. Quel est l'indicateur? C'est en fait plutôt le taux de croissance du PIB. Et de quel PIB? C'est du PIB réel ou bien du PIB à prix constant. Voilà. L'indicateur de référence qui permet de mesurer la croissance réelle de la richesse créée est le taux de croissance du PIB à prix constant. Pourquoi? Afin d'éliminer l'effet de la hausse des prix. Maintenant, on va passer à autre chose. On a dit tout à l'heure que le PIB ou bien le PNB, tous les deux nous permettent d'effectuer une comparaison dans le temps. Et on a vu jusqu'à maintenant que pour mesurer la croissance économique, on doit se référer au taux de croissance du PIB à prix constant, malgré qu'il y a le PIB à prix courant, mais l'indicateur le plus efficace et le plus pertinent, c'est le taux de croissance du PIB à prix constant, puisqu'il élimine l'effet de l'inflation. On peut aussi utiliser les PIB pour effectuer une comparaison dans l'espace des richesses créées. Pour cela, on va maintenir la même activité. L'activité 8, page 17. Le titre, le PIB à parité de pouvoir d'achat. Parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour vous, certainement. Et déjà, si vous lisez le second paragraphe, on vous dit que les comparaisons internationales sont effectuées en parité de pouvoir d'achat. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par parité de pouvoir d'achat? Pour cela, on va prendre un exemple. On va prendre deux paniers de marchandises identiques. En Tunisie, ce panier de marchandises coûte 200 dinars, alors que ce même panier coûte 100 € en France. Donc, un panier qui comporte du pain, du lait, de la viande, ainsi de suite. Le même panier de marchandises coûte en Tunisie 200 dinars, alors qu'en France, il coûte 100 €. Donc, la parité de pouvoir d'achat, c'est le rapport des prix. Donc, la parité de pouvoir d'achat entre le dinar tunisien et l'euro sera 1 euro égale 2 dinars tunisiens. C'est ce qu'on appelle le taux de change fictif. Et il faut distinguer entre ce qu'on appelle le taux de change fictif et le taux de change que vous connaissez tous et qui est déterminé à partir, bien sûr, le marché de change à partir de la loi de l'offre et de la demande des devises. Et ce taux de change, il est appelé, comme je l'ai déjà dit, un taux de change réel ou bien un taux de change officiel. Vous voyez, le 18 mars 2021, le taux de change réel ou bien officiel, 1 euro égale 3,28 dinars. Ce n'est pas le même comme le taux de change fictif. Donc, le taux de change fictif, il est déterminé selon les prix des paniers de marchandises dans chaque pays, alors que le taux de change officiel est déterminé selon la loi de l'offre et de demande des devises sur le marché de change. OK? Si on revient maintenant à notre activité, et c'est presque le même exemple, donc on retient le second paragraphe, on vous dit que les comparaisons internationales sont effectuées en parité de pouvoir d'achat de manière à gommer les différences des structures de prix d'un pays à l'autre. Pour cela,
on considère des paniers identiques des biens et de services similaires, comme on a pris pour le cas de la Tunisie et de la France, représentatif de la consommation des ménages dans différents pays pour effectuer la comparaison. Au lieu de prendre le taux de change de la monnaie nationale, le taux de change, ou bien au lieu de prendre le taux officiel, au lieu de prendre le taux de change officiel de change de la monnaie nationale avec l'euro, on utilise le rapport du prix de chaque panier. Donc, on utilise, au lieu du taux de change réel, on utilise le taux de change fictif, le rapport du prix de chaque panier. Par exemple, il nous donne ici un exemple, si le panier en question coûte 100 € du côté-ci de l'Atlantique et 100 $ aux États-Unis, la PPA sera combien? La PPA entre l'euro et le dollar sera 1 € égale 1,1 $, alors que le taux de change officiel le 25 septembre 2001, de l'euro valait donc 0,916 $. Donc, c'est presque comme on a expliqué pour le cas de la Tunisie et la France. On n'a pas encore répondu à la question 2. Maintenant, on va répondre à la question de notre activité. Pourquoi le recours au PIB évalué en PPA s'impose-t-il? Quelle est l'utilité? Pourquoi on cherche à calculer le PIB à PPA? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les comparaisons, toujours, on revient au second paragraphe. Les comparaisons internationales sont effectuées en parité de pouvoir d'achat. Donc, le PIB à PPA est déterminé ou bien il est calculé pour effectuer des comparaisons internationales des richesses créées. Et aussi, il vous dit deux manières à gommer les différences des structures de prix d'un pays à l'autre. Donc, le PIB à PPA nous permet d'effectuer une comparaison internationale des richesses créées, mais aussi il nous permet d'éliminer les différences des structures des prix entre les pays. Voilà. Le PIB à PPA, c'est quoi alors? Le PIB à PPA est un PIB calculé sur la base d'un taux de change fictif qui rend équivalent le prix d'un panier de marchandises dans chaque pays. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? La première utilité, il permet d'effectuer une comparaison réelle dans l'espace des richesses créées. La deuxième utilité, il nous permet d'éliminer les différences des structures des prix entre les pays, ou bien il nous permet de gommer les différences des structures des prix entre les pays, et il nous permet donc d'évaluer la richesse créée en un standard de pouvoir d'achat de façon à ce que tous les PIB de tous les pays soient évalués avec la même unité monétaire. Est-ce que le PIB à PPA est le seul indicateur qui nous permet d'effectuer une comparaison internationale des richesses créées? Donc, cette question, plutôt avant de passer, on a le PIB à PPA, est égal au PIB exprimé en monnaie nationale multiplié par le taux de change fictif. Donc, c'est la formule, comment on détermine le PIB à PPA. Revenons maintenant à la question, est-ce que ce PIB à PPA, qui est déterminé à partir du taux de change fictif, est le seul indicateur qui nous permet d'effectuer une comparaison internationale des richesses créées? Pour cela, on va se baser sur ce tableau qui montre un classement des pays selon le PIB en dollars américains et le PIB en PPA. Donc, vous avez différents pays. On va essayer de faire tout d'abord un classement des pays selon le PIB en millions de dollars. Le premier, c'est qui? Ce sont les États-Unis. Puis, on a la Chine, classée la deuxième, puis l'Allemagne, puis l'Inde, et enfin la Tunisie. On va voir, est-ce que c'est le même classement lorsqu'on retient le PIB évalué en millions de dollars PPA? Le premier, c'est qui? C'est plus les États-Unis, ce ne sont plus les États-Unis, mais c'est plutôt la Chine. Voilà. Puis, on trouve les États-Unis. La troisième, c'est plus l'Allemagne, donc c'est l'Inde. Puis, la quatrième, l'Allemagne. Et enfin, la Tunisie, c'est la cinquième. Vous constatez que le PIB en PPA n'est pas le seul
indicateur qui nous permet d'effectuer une comparaison dans l'espace, il y a aussi le PIB évalué en dollars américains. Mais vous voyez très bien que le classement n'est pas le même. Tout simplement pourquoi? Parce que le PIB en dollars est déterminé à partir de cette formule PIB exprimé en monnaie nationale multiplié par le taux de change officiel ou bien le taux de change réel. C'est-à-dire que le PIB en dollars américains est calculé non plus à partir du taux de change fictif comme c'est le cas pour le PIB APPA, mais plutôt à partir d'un taux de change réel ou bien officiel. Mais est-ce que le PIB en dollars permet d'effectuer une comparaison? Oui, on peut l'utiliser, mais il n'est pas le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il n'élimine pas les différences des structures des prix entre les pays. Donc, on peut dire que le PIB en dollars américains permet aussi d'effectuer une comparaison internationale des richesses créées, mais il n'élimine pas les différences des structures des prix entre les pays. Donc, au niveau de la comparaison dans le temps, on a vu le PIB réel et le PIB nominal. Le PIB réel est le plus efficace dans la comparaison internationale, plutôt dans la comparaison dans le temps des richesses créées. On a vu dans la comparaison internationale le PIB APPA et le PIB en dollars américains et on a vu que le PIB à parité de pouvoir d'achat est le plus efficace. On revient maintenant à la mesure de l'évolution de l'agrégat. Donc, la mesure de l'évolution de l'agrégat nécessite la référence à des indicateurs. Pour cela, on va se baser sur des données statistiques relatives à l'économie tunisienne. Ce tableau montre bien l'évolution du PIB à prix courant en Tunisie durant la période 2014-2019. La question qui se pose, calculer et interpréter l'évolution du PIB nominal entre 2015 et 2016, puis on vous demande de calculer et interpréter l'évolution du PIB nominal durant la période maintenant 2014-2019. On va essayer de répondre. 2015-2016, 2 années successives. Le calcul de l'évolution durant cette période, c'est-à-dire entre 2 années qui se suivent, nous conduit à parler de ce qu'on appelle le taux de croissance annuel. Le taux de croissance annuel, c'est un taux qui mesure l'évolution entre 2 années successives. À partir de l'exemple, on peut déterminer le taux de croissance annuel du PIB nominal en 2016 de cette façon-là. Donc, on prend le PIB nominal de l'année 2016, moins PIB nominal de l'an 2015, divisé par le PIB nominal 2015 fois 100, on trouve 6,025%. Comment on interprète ce taux? On dit que le PIB nominal augmente de combien? De 6,025% en 2016 par rapport à 2015, ou bien entre les 2 années 2015 et 2016. Ça, concernant la première question, l'évolution durant la période 2015-2016. La deuxième question, on vous demande de calculer l'évolution maintenant durant la période 2014-2019. Donc, vous voyez, les 2 années sont éloignées. Cette évolution, donc, nous conduit à parler de ce qu'on appelle taux de croissance globale. L'évolution du PIB nominal durant la période 2014-2019 est une évolution globale entre 2 années qui ne sont pas successives. On parle ainsi du taux de croissance globale. Pour déterminer ce taux de croissance globale, on prend la valeur finale, c'est-à-dire le PIB de l'an 2019 moins le PIB de l'an 2014 divisé par le PIB 2014 fois 100, on trouve 40,78%. L'interprétation, ou bien la signification, on dit que le PIB nominal augmente globalement de 40,78% durant la période 2014-2019 en Tunisie. C'est clair? Ça concernant voilà, les 2 premiers taux qui nous permettent de mesurer l'évolution de l'agrégat ou bien l'évolution de PIB ou bien qui permettent de mesurer la croissance économique. Le premier taux, c'est un taux de croissance annuel du PIB à l'instant Tn égale PIB à l'instant Tn moins PIB à l'instant Tn-1 sur PIB à l'instant Tn-1 fois 100 avec Tn-1 et Tn sont 2 années successives. Pour le taux de croissance globale, durant la période T0 Tn, on fait la différence entre le PIB
Tn et le PIB T0 et on divise par le PIB T0 et on multiplie par 100, avec T0 c'est le début de période alors que Tn c'est la fin de période. Passons maintenant à un autre indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a une courbe, donc ça montre bien l'évolution du PIB, ce n'est pas en Tunisie mais en France. Donc la courbe, ça montre les taux de croissance annuels du PIB de la France durant la période 1950-2010. Mais ce qui est en rouge, c'est un taux de croissance annuel moyen durant la période 1950-1974. Ce qui est en violet, c'est un taux de croissance aussi annuel moyen durant la période 75-89. Et ce qui est en vert, c'est un taux de croissance annuel moyen durant la période 90-2007. Concernant le taux de croissance annuel moyen, donc vous n'êtes pas obligé de faire le calcul, mais juste vous faites l'interprétation. Donc, c'est quoi le taux de croissance annuel moyen? Donc, ce taux-là mesure l'évolution moyenne durant une période. Si, par exemple, en France et durant la période 90-2007, le PIB augmente en moyenne et par an de 2%, on dit augmente en moyenne et par an de 2%, comme si le PIB augmente chaque année de 2%. Donc, je reprends pour le taux de croissance annuel moyen, donc juste vous faites l'interprétation et comment on interprète la valeur du taux de croissance annuel moyen, on dit que en France, par exemple, ici on a pris le cas de la France, en France et durant cette période, le PIB augmente en moyenne et par an de cette valeur-là de 2%. On peut aussi prendre le cas de la Tunisie, voilà, si le taux de croissance annuel moyen du PIB tunisien durant la période 2010-2019 est égal à 1,8%, qu'est-ce qu'on dit? Ou bien comment on l'interprète? Tout simplement, on dit qu'en Tunisie, le PIB augmente en moyenne et par an de 1,8% entre 2010 et 2019. Donc jusqu'à maintenant, la mesure de l'évolution peut être, bien, on peut se référer pour mesurer l'évolution soit au taux de croissance annuel, au taux de croissance globale ou bien au taux de croissance annuel moyen. Mais il existe aussi autres indicateurs. On revient au graphique qu'on a présenté au début de la séance. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de combien a été multiplié le PIB à prix courant durant la période 2000-2019. Lorsqu'on vous pose cette question, automatiquement, on doit parler de ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. C'est quoi le coefficient multiplicateur? Déjà, vous avez vu ceci à partir de la deuxième année. Le coefficient multiplicateur est égal à la valeur finale divisée par la valeur initiale. Dans notre cas ici, on va diviser le PIB de l'année 2019, 114,9, par le PIB de l'année 2000, 29,4. On trouve ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Voilà, en divisant 114,9 par 29,4, on trouve 3,90. Et on interprète en disant que le PIB nominal a été multiplié par 3,90 entre les années 2000 et 2019. OK? Maintenant, on va passer à autre chose ou bien à donner une relation entre le coefficient multiplicateur, la formule du coefficient multiplicateur et celle du taux de croissance global. Si on revient à la formule du taux de croissance global qui est égal PIB-TN moins PIB-T0 sur PIB-T0 fois 100, PIB-TN sur PIB-T0 moins PIB-T0 sur PIB-T0 fois 100, on trouve donc la première, ça revient, ou bien ça correspond au coefficient, c'est la formule du coefficient multiplicateur, moins PIB-T0 sur PIB-T0 c'est 1, moins 1 fois 100. Donc le taux de croissance global, ça est égal à quoi? Ça est égal au coefficient multiplicateur, moins 1 fois 100. Ainsi, on peut dégager la formule du coefficient multiplicateur à retenir, PIB-T1 sur PIB-T0 avec T0 début de période et T1 TN fin de période,
La relation, le taux de croissance global égale coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Et par analogie, donc le coefficient multiplicateur sera le taux de croissance global divisé par 100 plus 1. C'est clair? On passe maintenant à un autre indicateur. Pour cela, on va se baser sur l'activité 14, page 19. Le titre, l'indice du PIB. Donc, c'est un autre indicateur. Mesurons aussi l'évolution de l'agrégat ou bien mesurons aussi la croissance économique. L'indice du PIB, c'est quoi? Donc, on doit tout d'abord savoir de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'indice. Lisons ensemble l'activité. La comparaison dans le temps. Donc, il permet, cet indicateur, d'effectuer une comparaison dans le temps, ou bien il nous permet d'étudier l'évolution. La comparaison dans le temps peut se faire à partir d'indices. Donc, l'indice, c'est un indicateur de mesure de l'évolution. Pour cela, on choisit une période de référence. Chaque fois qu'on parle de l'indice, on doit choisir une année de référence ou bien appelée aussi année de base. En général, c'est la période de départ. Et on attribue un indice est égal à 100 à cette variable étudiée, soit le PIB ou bien le PNB, par exemple. Pour cette date, voilà, donc on attribue un indice qui est égal à 100. La valeur pour la période d'arrivée est alors exprimée à son tour en indice, ce qui permet de visualiser immédiatement la croissance entre les deux années ou bien entre les deux dates. Donc, l'indice, c'est quoi? L'indice du PIB est égal alors à l'instant T par rapport à une année de référence ou bien année de base est égal au PIB à l'instant T divisé par le PIB de l'année de base et on multiplie par 100. Donc, le dernier plutôt indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution de l'agrégat ou bien qui nous permet de mesurer la croissance économique, c'est l'indice. L'indice du PIB à l'instant Tn par rapport à une année de base T0 égale PIB Tn sur PIB T0 fois 100 avec T0 comme on l'a déjà dit et l'année de base ou bien de référence. On va maintenant voilà, donc l'indice, c'est quoi en fait? L'indice du PIB donc, ou du PNB, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'évolution du PIB à une date donnée par rapport à quelle date? Par rapport à l'année de base ou bien à l'année de référence. Et à l'année de base, toujours, on attribue 100 à l'indice pour la variable ou bien pour l'indice de la variable étudiée. Maintenant, on va passer à la question qui est posée dans le document. Dans le document, on vous dit, ou bien dans l'activité de votre manuel relative à l'indice, on vous demande de déterminer la relation entre les indicateurs suivants. Relatif à quoi? Relatif au PIB ou au PNB. L'indice, le taux de croissance globale, le coefficient multiplicateur, et ceci dans quel cas? Lorsque l'année de référence est l'année de départ. En d'autres termes, on vous demande de présenter une relation entre quoi? Entre l'indice, le taux de croissance globale et le coefficient multiplicateur dans le cas où l'année de départ ou bien le début de période se confond avec l'année de base. On va prendre tout d'abord l'indice. L'indice qui est égal PIB, indice du PIB, égale PIB Tn sur PIB T0 fois 100. Lorsque T0, qui est pour l'indice, c'est l'année de base, est égal à l'année de départ pour l'indice, donc pour plutôt le coefficient multiplicateur. PBTN sur PBT0 sera le coefficient multiplicateur et on multiplie par 100. Donc l'indice, on peut le déterminer en multipliant le coefficient multiplicateur par 100. Ça, concernant la relation entre l'indice et le coefficient multiplicateur. Maintenant, présentons la relation entre le taux de croissance global du PIB et l'indice. Le taux de croissance global, c'est PIB-Tn moins PIB-T0 sur PIB-T0 fois 100. Donc, en développant, on trouve PIB-Tn sur PIB-T0 fois 100 moins PIB-T0 sur PIB-T0 fois 100. On trouve enfin que ça est égal à l'indice moins 100, donc le taux de croissance globale
est égal aussi à l'indice le taux de croissance globale du PIB est égal à l'indice du PIB moins 100. Voilà. Si l'année de base se confond avec l'année de départ, on obtient les relations mathématiques suivantes. L'indice égale coefficient multiplicateur fois 100. Le coefficient multiplicateur est égal à l'indice sur 100. Et le taux de croissance globale, ça est égal à l'indice moins 100. Voilà, ça concernant le dernier indicateur. On va essayer de faire maintenant une petite application. Voilà, l'évolution du PIB à prix courant en Tunisie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vous demande de compléter le tableau, puis donner la signification des valeurs soulignées. L'évolution du PIB à prix courant en Tunisie. On vous demande de compléter le tableau et puis donner la signification, ou bien on va essayer d'interpréter les valeurs soulignées. On reprend le tableau, le calcul. Tout d'abord, on commence par l'année 2010. Qu'est-ce qu'on va calculer pour l'année 2010? L'indice en 2010, donc l'année 2010, c'est l'année de base. Donc en l'an 2010, l'indice du PIB à prix courant est égal à 100, tout simplement, puisque 2010, c'est l'année de base. Pour l'année 2015, comment on détermine l'indice? On va diviser le PIB de l'année 2015 par le PIB de l'année 2010 et on multiplie par 100, on trouve 134,32. Enfin, pour déterminer le PIB de l'année 2019, on doit multiplier le PIB de l'année 2010 par l'indice, c'est-à-dire 180,56, et on divise par 100, on trouve 113 841,81 millions de dinars tunisiens. Concernant maintenant l'interprétation, on va interpréter les valeurs soulignées. La première valeur, c'est le PIB à prix courant, 84 689,2. Comment on interprète le PIB à prix courant? Donc, c'est tout simplement l'ensemble des richesses créées par les agents économiques résidents en Tunisie. En quelle année? En 2015. Calculé à partir de quel prix? À partir des prix de l'année en cours, c'est-à-dire à partir des prix de l'année 2015. Pour la valeur 180,56, c'est l'indice du PIB. Pour interpréter l'indice, on dit tout simplement que le PIB nominal augmente globalement de 80,56% en 2019 par rapport à l'année de base 2010 en Tunisie. Comment on a trouvé 80,56%? On a retranché 100 de 180,56, c'est-à-dire on a fait 180,56 moins 100, on trouve 80,56 et ceci montre l'augmentation du PIB à prix courant durant la période 2010-2019. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.